Donc, félicitations pour l'organisation de ce collège. Juste, je voudrais, pour remplir le formulaire, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur la définition d'un descripteur de compétences. Donc là, pour que tu corriges, c'est vraiment moi, à moins que j'ai loupé le début moi, de la séance. Donc là, donc je pense que c'est important que la définition soit la même et que pour remplir, peut-être est-ce que on pourrait laisser après le formulaire pour après discussion, après avoir fait un tour et puis ça devient un peu plus clair. Voilà. Dire du auditoire qui était au courant de ce qu'était un descripteur de compétences. Mais Najwa, tu détournes tous nos plans. Je vais laisser notre spécialiste répondre. Faire le tour. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je commence par notre ami. Donc Didier Erasme de la commission des titres d'ingénieur. Donc la question était directement portée directement sur ce point-là. Alors déjà la différence entre accréditation et labellisation, j'en parle un peu dans mon exposé de demain. C'est relativement simple. Hein. Accréditation, c'est une accréditation, c'est réglementaire. C'est-à-dire que c'est un système national qui va accréditer un diplôme pour faire quelque chose. Typiquement, la commission des titres d'ingénieur accrédite les écoles françaises qui font des programmes d'ingénieurs, et ce qu'on accrédite, c'est le titre d'ingénieur diplômé. C'est extrêmement précis, c'est quelque chose qui est dans la loi. En fait, c'est délivré depuis le début de la CTI qui est en 1934, donc ça a été débloqué là-dessus. Donc c'est vraiment, on est dans le réglementaire quand on est dans l'accréditation. La labellisation, c'est un institut extérieur, en l'occurrence là c'est l'NA2E, qui est en fait une association, si vous voulez, qui crée son propre label et qui dépose un référentiel et qui permet à certaines agences qualité de donner ce label. C'est un peu comme l'ISO, par exemple. Voilà, donc on est sur deux systèmes différents. Pour ce qui est de la CTI à l'étranger, il y a un autre point qui se place, c'est ce qu'on appelle l'admission par l'État. Le terme est un peu bizarre, mais dans certains pays, on peut donc délivrer une sorte d'accréditation qui en fait correspond à une équivalence, c'est-à-dire que un étudiant qui sort d'une école qui est admis par l'État français peut venir en France par exemple travailler en disant voilà, j'ai quelque chose qui est équivalent au titre d'ingénieur diplômé. J'insiste sur le mot titre d'ingénieur diplômé parce qu'ingénieur c'est pas un métier qui est protégé en France, donc le mot ingénieur n'est absolument pas protégé. Ce qui est protégé, c'est le titre d'ingénieur diplômé. Petite subtilité. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'admission par l'État, cela ne se passe que pour des pays pour lesquels il y a au niveau diplomatique, le problème a été tranché. Typiquement, avec la Tunisie, ça a été tranché. La Tunisie ne veut pas que la CTI fasse des admissions par l'État. Donc, quand on va en Tunisie, on ne fait que des accréditations, des labellisations de type RACE. Je ne sais pas pour l'Égypte, je n'ai pas la clé. Et puis, la situation en Tunisie peut peut-être évoluer maintenant. À vous de faire du lobbying si vous voulez. Mais c'est pas, là, on peut pas agir à la place. C'est vraiment diplomatique. Voilà. Je le regrette, de parler d'habilitation. Habilitation d'une formation d'ingénieur, habilitation d'une licence, habilitation d'un master ou d'un doctorat. Donc, la France a réglé je parle sous le contrôle de nos amis français, a réglé ce problème
2013 en modifiant la loi sur l'enseignement supérieur et en substituant le terme habilitation des formations par accréditation. À titre personnel, moi je milite en quelque sorte pour que ce mot habilitation, que nous utilisons pratiquement dans tous nos parcours, notamment dans le système LMD, puisse se transformer selon les standards internationaux, dans n'importe quel pays au monde, en termes d'accréditation. Il s'agit d'une accréditation nationale. Ce que nous appelons chez nous habilitation, donc nos amis en France ou dans d'autres pays de l'Europe, ils l'appellent accréditation. Aucune différence. C'est une espèce d'agrément que donne l'État à ce qu'un programme de formation puisse démarrer, et puis bon, il est réhabilité, c'est-à-dire qu'on vient le contrôler et on redonne cette habilitation ou cette accréditation une deuxième fois. Alors, beaucoup d'écoles, publiques ou privées, s'intéressent à l'habilitation. Donc, un label tel que celui de l'ENAE, label tel que celui de l'AIL, et il est un peu plus attractif, donc, parce qu'il donne une visibilité, une lisibilité beaucoup plus large qu'une accréditation nationale. Ça permet d'élargir la reconnaissance, donc une échelle beaucoup plus large que l'échelle nationale. Parce que quand une agence comme la CTI vient dans nos établissements et procède à l'évaluation pour donner le label de l'AILS, c'est-à-dire qu'elle vient pour dire que tel programme a la garantie que le contenu, il est tout à fait conforme aux standards dictés par l'ENAE et dictés par l'agence CTI, et c'est elle qui se porte garant que ce programme est tout à fait conforme à ces standards internationaux. Les labels, il y a des reconnaissances mutuelles entre le label américain AID et le label européen ELS, donc ce qui donne une dimension beaucoup plus large que la dimension européenne au label ELS. Alors Didier en a parlé tout à l'heure, l'admission par l'État. Donc moi je comprends que la Tunisie n'adhère pas à ce processus dans son état actuel. Mais plus tard, certainement, une fois que la nouvelle agence d'évaluation et d'accréditation tunisienne, donc vous savez certainement depuis juin 2022, il y a un texte de loi qui est sorti en Tunisie et qui porte sur la création officielle d'une nouvelle agence d'évaluation, c'est l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation. Et son rôle à terme, donc, c'est d'accréditer des programmes de formation, quelle que soit la nature de ces programmes. Et j'imagine que ceux qui vont gérer cette agence auront des priorités telles que avoir des relations internationales, être dans des réseaux d'agences, et ce sera l'occasion de conclure des accords avec la CTI, avec le HCRS en France, pour avoir une coopération donc assez fructueuse. Alors, le dernier point pour les licences. Licences dans tout le système LMD, donc aujourd'hui on parle d'habilitation. Je l'espère que dans un avenir très très proche, on parlera d'accréditation, accréditation nationale. Mais sachez que rien ne vous empêche de vous faire accréditer par une agence étrangère sur une licence. Si votre licence est dans l'ingénierie, si vous êtes par exemple, vous portez une formation de type génie électrique ou génie civil ou génie agroalimentaire, donc tout ce qui se rapporte à la technologie, vous le savez probablement que l'ENAE, quand elle a créé le label EURES, elle l'a créé dans le système LMD initialement. Donc il y a un label
et une accréditation EURACE pour le niveau bachelor, donc Bac plus 3 à l'européen, et il y a un autre référentiel, donc EURACE également, qui s'adresse au master, donc en ingénierie. Donc la CTI peut venir vous accréditer avec le label EURACE si votre licence est dans le domaine de l'ingénierie, si votre master est dans le domaine de l'ingénierie. Donc la CTI a son référentiel, donc elle a adapté ses mécanismes et le référentiel en question pour venir accréditer n'importe quelle formation de type licence ou master, donc il n'y a pas de difficulté. Allez chercher une accréditation de type national, donc pour moi ça me paraît pas vraiment intéressant, parce que c'est comme si vous demandez, indépendamment de nos amis européens, c'est comme si vous demandez à n'importe quel pays, sans le citer, en Afrique, de venir vous accréditer par son agence d'accréditation. Donc, j'attire votre attention, je pose la question. Est-ce que vous irez le faire ou pas? Donc, à mon sens, c'est les objectifs que nous devons avoir tous à l'échelle nationale, c'est essentiellement des accréditations labellisées, là oui. Donc nous avons besoin de nos partenaires européens, notamment nos partenaires français, donc, qui apportent leur expérience sur ces aspects. Alors j'espère que je vous ai apporté les éléments nécessaires. Alors, mon ami Najwa. Najwa, donc les descripteurs. Alors c'est recherché, c'est vrai qu'on l'a voulu, vraiment on a voulu exprès que en reste, c'est pas énigmatique, hein, bien entendu, mais que parler de descripteurs, réellement ça englobe tout ce qui se rapporte aujourd'hui sur le terme compétence. C'est un terme générique, compétence, qui est pratiquement collé, donc absolument collé à toute offre de formation aujourd'hui. On ne peut plus parler d'offre de formation sans que le cœur de tout le processus de formation ne porte sur les compétences. Donc quand je parle de descripteur de compétences, c'est absolument tout ce qui se rapporte aux compétences, c'est-à-dire les mécanismes, c'est-à-dire les référentiels, c'est-à-dire les définitions, c'est les écoles de pensée, donc quand on parle de compétences cognitives, donc ou de co-constructivisme, donc de la description d'une compétence, les descripteurs de compétences portent sur cet ensemble d'éléments qui vont étayer une voie pour que le contenu soit le plus éclairant possible aussi bien pour l'étudiant, pour son établissement et pour le monde socio-économique qui va l'engager. Donc ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas un référentiel seulement, mais c'est tout ce qui se rapporte à sa définition, et à son exploitation dans tous les sens possibles. C'est une vague. Je m'occupe en grosse partie du Polytechnique à l'Université centrale. Ma question, première chose, c'est concernant l'accréditation et la relation qu'on a avec le monde socio-économique et les sociétés comme les ordres des ingénieurs. Quelle est la place de l'ordre des ingénieurs? Comment eux, ils peuvent... Donc, je sais que vous souriez, mais je voulais savoir exactement... nous, je vais dire, on fabrique des jeunes ingénieurs qui vont partir à l'industrie. L'industrie, c'est notre référence, parce qu'il nous existe la compétence professionnelle, qu'on décline en compétences techniques, on décline ça en cours, pour que la CTI reconnaît la formation, par exemple, comme quoi c'est une formation qui est habilitée ou accréditée. D'un autre côté, on a le monde socio-économique, on va dire l'ordre des ingénieurs, par exemple, on peut trouver d'autres ordres aussi,
Ces gens-là, déjà, est-ce qu'ils sont associés au processus pour savoir quelle est la différence pour eux, c'est quoi une accréditation, c'est quoi un label et c'est quoi une habilitation. Je pense qu'il faut les associer pour dire quel est le processus dans lequel on travaille, parce que ces gens-là sont importants sur la place et ce sera mieux de les écouter et de les associer dans un processus d'accréditation. C'est juste ce que j'ai dit et ça pose beaucoup de problèmes actuellement sur. On peut avoir des programmes qui sont intéressants de formation, qui ne sont pas reconnus par les autres ingénieurs, parce que voilà, ils n'ont pas le label, mais c'est pas une référence. C'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie pour associer ces gens-là, ces personnes-là, monde socio-économique, pour que l'accréditation soit aussi dépasse uniquement nous, les directeurs ou les représentants des écoles d'ingénieurs et des corps de valeur. Merci. On avait invité à la première. Oui, donc ils seront là demain. Hein. Ils seront là. L'ordre des ingénieurs sera donc assez représenté demain. À partir de demain, ils seront là. Alors, bon. Là, vous me poussez à vous parler de. Récemment, il a été constitué une commission nationale qui travaille sur la stratégie de la formation, du système de formation en ingénierie en Tunisie. Stratégie, je parle sous le contrôle de mon ami, c'est Hatem Zazri, qui fait partie de cette commission nationale de réflexion. Et donc, monsieur le ministre a donc créé une commission de réflexion assez représentée dans le sens où il y a autour de cette commission, il y a Madame Najwa aussi qui fait partie de cette commission. Donc elle est assez représentée. Il y a des universitaires, essentiellement des anciens directeurs d'école. Il y a le monde socio-économique qui est présent et il y a l'ordre des ingénieurs. Donc, nous sommes dans une phase, je ne dirais pas, c'est un point de départ, c'est un point de départ très avancé, dans le sens où nous avons mis en œuvre les World Package, donc, dans lequel il va y avoir un approfondissement de l'état de lieu sur le système de formation dans sa globalité. Quand je dis dans sa globalité, c'est-à-dire en interne comme en externe. Il y aura une analyse de la situation en SWOT, en PESTEL, un benchmark donc, sur un ensemble de pays représentatifs. Et à partir du moment où on aura toutes ces informations, nous aurons ce que l'on a appelé une table de pesée qui va nous permettre de mesurer quelle est la situation actuelle de la formation, du système de formation en ingénierie en Tunisie en 2022 et de se projeter d'ici 2030 avec des accélérateurs. On ne va pas attendre à ce que les choses se stabilisent en 2030, on va essayer de voir quels sont les accélérateurs possibles pour pouvoir amener le système dans une amélioration continue régulièrement pour qu'il se stabilise normalement d'ici cette échéance. Alors, cette commission elle va faire un petit peu le tour de la Tunisie pour associer l'ensemble des acteurs, notamment les responsables des écoles d'ingénieurs. Ce n'est pas un travail qui sera à la responsabilité d'un petit nombre de personnes. Tout le monde doit participer dans les réflexions initiales. Nous avons un draft de départ et qui peut être amélioré au fur et à mesure que les choses avancent. Et puis bon, on tiendra compte, bien entendu, de toutes les propositions. Alors pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que l'ordre des ingénieurs fait partie de l'équipe et que nous discutons beaucoup avec l'ordre des ingénieurs sur ces aspects et que nous avons également mis sur la table, donc faut-il séparer le titre
d'ingénieur, du diplôme d'ingénieur. Il n'y a pas de réponse, il y a des questions à l'état actuel. Donc l'ordre d'ingénieur est avec nous autour de la table à chaque fois que l'on parle d'un sujet, donc sur les accréditations, sur tout ce qui se rapporte à la formation d'ingénieur. Donc ils seront là demain aussi, après-demain, et on peut continuer à travailler avec eux, dans le sens où je ne sais pas si vous l'avez probablement pas dit, dans le sens où l'ordre des ingénieurs distingue entre le secteur privé ou le secteur public. Dans nos réflexions, il n'y a pas de distinction. Donc la seule distinction, c'est la qualité de la formation. Donc qu'elle vienne du public ou du secteur privé, c'est ce qui va distinguer dans l'avenir tel secteur par rapport à un autre secteur. Il n'y a pas de divergence entre cette approche et les responsables actuels de l'ordre des ingénieurs, dans lequel le principe de base, c'est la qualité d'une formation, et par conséquent, la reconnaissance, elle va se faire à partir de la qualité. Donc ce comité va mettre les jalons nécessaires dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur de tout le système soit fondé sur une formation de qualité avec une amélioration continue. Voilà. Je voulais ajouter 2 éléments de réponse avec toujours la socio-économique dans un processus d'accréditation et autres, labellisation aussi, et si vous regardez les référentiels donc, de la CTI, qu'on appelle R et O, ou les 2 A et FSG qui sont le référentiel de l'NA2E dans le domaine de l'ingénierie, vous trouverez que effectivement il y a ce point-là est extrêmement présent dans la qualité. On ne trouve pas toujours, quand on va dans certaines écoles à l'étranger, les choses ne sont pas tout à fait instituées, et quand elles ne le sont pas, ça devient des recommandations, bien entendu. C'est un point extrêmement important pour un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme professionnalisant, on est bien d'accord. La deuxième partie de la question, je ne vais pas y répondre parce que sinon j'aurai plus rien à dire demain après-midi. Donc je vais attendre un petit peu. Oui, je me permets de prendre le micro parce qu'il est juste derrière moi. En fait, non, c'est juste pour revenir, c'est pas par rapport à la question du collègue de Lorraine, pour revenir sur la question concernant les. Pardon ? Dominique Gentil. Je représente un réseau de la francophonie universitaire qui est la CITEF, et j'aurai l'occasion de me représenter peut-être plus demain. Donc je voulais revenir juste sur la question qui a été posée tout à l'heure et qui me semble importante précisément par rapport au déroulé de ce bloc, de cette formation, qui est de se mettre d'accord sur la notion de descripteur de compétences. Alors je crois qu'Ahmed, tu as pratiquement tout dit. Et c'est vrai que je voudrais juste dire que pour moi, ce que ça signifie descripteur de compétences, dans une seule phrase, en fait, c'est le résultat, je pense, d'une démarche, que précisément on appelle la démarche compétence, et qui va permettre de décrire, qui va permettre de relier les contenus de formation à des besoins économiques, à un métier, à une cible métier, et cela par une succession de référentiels. Alors moi, j'en dirais pas plus non plus, sinon j'aurais plus rien à dire ce matin, mais précisément, le descripteur de compétences, finalement, c'est le résultat de toute cette démarche. Alors, ce que je lui reproche un petit peu à ce type de descripteur de compétences, c'est que précisément, il n'y a pas cette notion de dynamique, que tu as d'ailleurs très bien expliqué précisément. Et là, on a l'impression que c'est plutôt statique, effectivement, c'est un résultat de groupes qui vont décrire les choses. Mais en fait, derrière ça, il y a toute une dynamique, et une dynamique qui doit être partagée par un certain nombre de participants à la réalisation de la fiche programme finalement. Mais bon, j'en dis pas plus, je pense qu'on est d'accord sur cette définition. Il y avait une question de fond. Tu as une question? Je passerai le micro après. Okay. C'est Fatma Achour, de l'Université du Caire. J'ai 2 petites questions. Nous sommes bien sûr l'Université du Caire, alors on suit sûrement le système qui n'est pas le système français, mais le système
anglais. C'est-à-dire, d'abord, pour me présenter pour l'accréditation, je dois avoir nous avons une agence nationale. Alors d'abord, je dois passer par le national. C'est fini, on est accrédité, tout le monde. Mais pour passer à ce qui est, par exemple, le français ou ça, on ne suit pas le même système. Donc je dois passer par EBIT. Alors, et on a un grand problème, c'est que d'abord, on a un très grand nombre d'étudiants. C'est le gouvernement qui nous force à les accepter parce qu'on est nombreux, nous sommes 104 millions, alors où est-ce qu'ils vont aller, les étudiants? Donc, mais voilà, c'est normal, on augmente le nombre, bien sûr, de facultés, d'universités, on est en train de construire, de fonder d'autres universités, mais le rapport qui doit exister toujours pour l'accréditation, pour un programme, on doit avoir le rapport entre le nombre d'étudiants par rapport aux professeurs. Bien sûr, ça n'existe pas que dans les petites filières. Par exemple, génie chimique, nous avons un petit nombre d'étudiants par rapport aux professeurs, on est très bien. Mais on a d'autres, par exemple, génie civil, ils sont nombreux, ils sont au moins 1000 étudiants, par exemple. Alors, d'où par où on va chercher tous ces professeurs pour les étudiants. Donc, alors toujours, ça c'est une contrainte contre nous. Bien sûr, le système est différent, donc seulement l'architecture peut présenter pour le système européen, la filière d'architecture chez nous. Et toujours c'est ingénierie, c'est pas comme la France, c'est différent, mais ça fait ingénieur. Donc, si par exemple on veut se présenter par programme, ça va nous permettre de nous présenter pour l'Europe par exemple. Ça c'était ma question. Merci. Voilà. Alors, je parle sur le contrôle des experts, des Didier notamment. Donc, dans mon lexique, quand une agence vient faire une évaluation, ce qu'elle regarde, c'est essentiellement la cohérence de l'offre de formation. S'il y a des contraintes nationales, donc ce n'est pas quelque chose qui est exclusif. Moi, évaluateur, j'ai des ratios tunisiens, je ne vais pas l'imposer aux Égyptiens de travailler avec des ratios de ce type. Il y a, premièrement, les lois à l'échelle nationale priment sur les autres considérations d'évaluation. Et puis, s'il y a des contraintes de type massification estudiantine, je pense que les agences tiennent compte de ces aspects. Et l'essentiel, c'est la cohérence de l'offre de formation, c'est-à-dire entre les métiers qui sont offerts dans le domaine, les objectifs de la formation, dans toute la description, donc les descripteurs, les compétences qui sont décrites, j'inverse, donc jusqu'à au syllabus, jusqu'aux matières, etc. C'est tout ça. Bien entendu, on regarde l'aspect ressources humaines, donc en termes d'enseignants, en termes de personnel de soutien, on regarde les ratios, mais je ne pense pas que, je ne sais pas si Didier va dire le contraire, mais moi je n'aurais pas dit qu'il y a un ratio à imposer absolument. Voilà. Il y avait une question, qui voilà, qui vient sur son campus de Saint-Étienne. Alors moi j'ai quelques interrogations par rapport aux compétences et la formation par la compétence, par les compétences, parce que c'est très intéressant et ça suscite, c'est très important aussi, c'est un gros sujet, mais ça suscite quand même un certain nombre de questions. Donc lorsqu'on analyse un petit peu la situation, on cherche à répondre en fait aux besoins du monde socio-économique, sauf que les compétences dans le monde socio-économique sont diverses et variées, sont larges. Donc lesquelles choisir déjà, premièrement, donc et comment. Et deuxièmement, si on met l'accent sur les compétences dans les formations, est-ce que cela ne se fera pas au détriment des connaissances? Parce que pour moi,
les compétences sont larges dans le monde socio-économique, mais le dénominateur commun entre toutes ces compétences, ce sont les connaissances. Donc si on ne donne pas suffisamment de connaissances, est-ce que nos étudiants, nos futurs étudiants, seraient susceptibles de développer des nouvelles compétences? Parce que quelque part, en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est de développer des compétences tout au long de leur vie. Et être capable, en fait, de se réadapter et de se redéfinir, de se recréer. Et tout cela ne se fait qu'au travers des connaissances. À mon sens. Voilà. Alors, Mariam Pessaket, je suis responsable supérieur des industries textiles et de l'habillement du Maroc et je suis aussi expert de l'approche par compétences. Alors, nous avons développé tous les programmes de niveau licence professionnelle selon l'approche par compétences. Pourquoi? C'est quand même des métiers qui sont, je dirais, assez simples. On part des besoins du marché pour, à travers l'analyse de la situation du travail, pour déterminer les tâches du licencié, du métier en question, par exemple gestionnaire de production. Après, on passe au référentiel de compétences, puis le programme de formation. Mais quand on passe au métier de l'ingénieur, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un ingénieur qui va travailler soit dans le commercial ou encore dans la production, donc c'est un petit peu difficile d'appliquer la même chose pour le métier, pour le diplôme ingénieur et pour les autres diplômes qui sont un peu moins que les diplômes d'ingénieur. Voilà. Merci, je trouve ces échanges intéressants, mais on anticipe quand même peut-être pas mal par rapport aux exposés de demain. Je suis d'accord, c'est vrai que pour le métier d'ingénieur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, à une certaine époque, c'est maintenant une vingtaine d'années, il y a eu une loi qui s'est appelée la loi de modernisation sociale, et en parallèle avec ça, l'obtention d'un diplôme par une autre voie que la voie entre guillemets académique, c'est-à-dire la VE, la validation de l'équipe d'expérience. On décrivait les diplômes par rapport à une cible métier et pas par rapport à un ensemble de métiers. Bon, les choses ont évolué 20 ans après, et donc mon collègue de Lyon, je suis aussi d'accord avec vous. On dirait en français, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'approche par compétence, en aucun cas, ne va se substituer à l'aspect connaissance. Mais en revanche, de mon point de vue, c'est un complément de description, justement, d'un contenu pédagogique, d'un contenu de formation, pour aider, finalement, qui? L'élève, l'étudiant, l'apprenti, ou que sais-je encore, à trouver une bonne insertion professionnelle, parce que, in fine, c'est quand même le rôle d'un établissement de formation, d'un établissement universitaire. Et en aucun cas, il s'agit de substituer, soyons bien clairs là-dessus, mais par contre de faire un lien. D'ailleurs, c'est peut-être ça la difficulté de l'approche par la compétence, qui a eu tant de collègues, dont je suis d'ailleurs moi aussi, et dont j'ai été, c'est qu'il faut trouver ce lien, c'est ce que les anglo-saxons appellent les learning outcomes, les acquis d'apprentissage, comment décrire une formation par rapport aux apprentissages à laquelle elle va conduire. Et donc, on va s'aider, on va s'appuyer sur le référentiel des compétences du métier. Après, c'est vrai que rien n'est facile. Rien n'est facile, il faut aller les chercher, ces compétences. Ça veut dire aussi, bon, c'est vrai que j'anticipe beaucoup sur ce que je vais vous raconter demain matin, mais peu importe, puisque c'est le débat, ça veut dire aussi que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul. Et c'est vrai que parfois, moi j'ai connu ça à une époque où j'étais directeur national des formations du Conservatoire des Arts et Métiers. Précisément, c'est un établissement de formation professionnelle qui se devait d'avoir ses contenus de formation décrits en compétences, notamment à cause de la VAE, pour répondre à la problématique de la VAE. C'est pas quelque chose qu'un enseignant tout seul va faire dans son garage, si je puis dire. Et c'est vrai que parfois, on a un peu tendance au niveau des enseignants-chercheurs, corps auquel j'appartiens, parce que je suis professeur d'université, à vouloir travailler un petit peu tout seul. L'approche par les compétences, je pense qu'un des résultats intéressants, c'est que précisément, elle contribue à créer une dynamique d'une équipe pédagogique, au sens large du terme d'ailleurs, c'est-à-dire en prenant en compte aussi le point de vue des élèves, des anciens élèves, des alumni, et puis bien sûr les besoins socio-économiques. Bon, je pense que c'est pas mauvais de s'interroger précisément sur
même si, encore une fois, c'est effectivement c'est quoi une compétence? En fait, c'est une capacité de mobiliser un certain nombre de connaissances, un certain nombre de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. J'ai l'impression de dire quelques banalités, mais je pense que c'est pas forcément inutile de les rappeler parfois. Sur ce sujet, Eddy, à propos voilà, de connaissances et compétences, alors c'est pas antinomique du tout, et je pourrais citer un exemple un peu phare qu'on a connu au sein du RMEI. On a lancé il y a un peu moins ça doit faire 8 ans maintenant, un programme que tu dois connaître qui s'appelle Homer, qui vise, puisque le programme s'est développé, qui vise justement à essayer d'augmenter l'employabilité des étudiants, on va dire, du réseau. Et au moment où on avait lancé ce programme, je me rappelle très bien qu'avec Léo Vincent, qui était à l'initiative de l'idée et avec des collègues du commerce extérieur, on avait fait une enquête auprès de tout un tas d'entreprises du bassin méditerranéen. Et ce qui ressortait, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas de difficulté à trouver des diplômés, mais ils avaient des difficultés à trouver des gens qui avaient les compétences requises pour démarrer rapidement au sein de l'entreprise, quoi. Et c'est vrai qu'un des points, on va dire, un peu forts de ce programme-là, ça reprenait un peu ce qu'on a l'habitude de faire dans nos écoles d'ingénieurs, c'était de proposer systématiquement de l'immersion professionnelle pendant la formation, on va dire, des étudiants. Alors, on a démarré avec ce qu'on savait faire, c'est-à-dire dans Homer, les ingénieurs, mais très très rapidement, les demandes se sont, je dirais, diversifiées. Il y a des programmes de licence, il y a des programmes de master qui nous ont demandé voilà, de proposer des stages en fait, aux étudiants parce qu'ils se sont bien entendu aperçus de la plus-value que ça proposait et que ça apportait à leurs étudiants. Alors je profite que j'ai le micro pour corriger une faute de galanterie élémentaire. C'est que quand j'ai présenté l'équipe, j'ai omis, parce qu'elle n'était pas assise à côté de nous, de présenter notre collègue Véronique Moncada, qui nous a... D'ailleurs, dire un petit mot sur l'accréditation des écoles de management. Et exactement, c'est pour ça que je voulais rebondir, parce que quand le collègue nous a parlé des accréditations, il dit à quoi ça sert, je lui dis, mais dans le monde du management, ils n'en ont pas une, ils n'en ont pas deux, mais ils en ont... au moins trois. Au moins trois, voilà, d'accréditation nécessaires pour trouver un emploi. Merci Véronique, en tout cas, de ta présence. Merci Olivier. Donc, je m'appelle Véronique Moncada. Moi, je suis directrice du développement international d'une institution de management. Comme vous le savez, le RMEI a évolué et maintenant il s'appelle le RMEIM, c'est-à-dire le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management. Donc, c'est très compliqué à prononcer, c'est pas très bon en branding, RMEIM, mais bon, pour le moment, on est là. Et petit à petit, donc, il y a des écoles de management qui intègrent le réseau d'ingénieurs parce que bon, le manager-ingénieur, c'est quand même important pour aborder les challenges du monde aujourd'hui et justement de faire de la transversalité. Les managers ayant besoin de toucher la matière aussi, parce que souvent ils sont un peu planètes, et les ingénieurs aussi d'avoir des notions de management. On va essayer de faire un lien entre les managers et les ingénieurs. Et au niveau du management, il y a trois accréditations principales. Il y a l'EFMD, c'est European Foundation for Management Development. Il y a l'AACSB, qui est l'accréditation américaine. Et puis AMBA, qui est une accréditation anglaise. Donc globalement, dans les écoles de management, vous allez retrouver ces three crowns. Donc les écoles qui ont les trois accréditations sont un peu dans le top du panier des écoles de management. Et elles ont des philosophies très différentes. Et donc quand on parle de description de compétences. Par exemple, vous avez les Américains à ACFP qui sont extrêmement précis sur le contenu des formations. Une fois qu'elles sont accréditées, on ne peut pas les changer. Alors que l'EFMD, ils ont une vision plus évolutive des choses, avec une possibilité d'avoir en compétence la compétence d'apprendre à apprendre, puisque la recherche qui est faite au niveau management ou au niveau des ingénieurs, ça va chambouler un peu les formations en cours. Donc il faut apprendre aux élèves à apprendre à lire des textes de recherche et à développer en fait des compétences qu'on ne leur apprend pas aujourd'hui, mais dont ils vont avoir besoin demain. Puisque l'idée quand même des écoles, c'est de rester libre et de pouvoir faire de la recherche et non pas de répondre uniquement à des principes et à des besoins économiques et de répondre typiquement à un métier ou former la jeunesse uniquement pour des besoins économiques, ce qui est nécessaire, mais il faut aussi leur donner un esprit critique, une liberté de penser et une capacité d'apprendre à apprendre. Et ça, c'est une compétence qui peut être décrite donc, dans des référentiels de compétences.
Et voilà, donc il y a différents types d'accréditation au niveau du management, et je pense que les ingénieurs ont aussi à apprendre de ce qui se passe en management, et vice-versa, puisqu'il se passe des choses très, très intéressantes au niveau de la CTI et au niveau de chacun de vos pays. Et l'idée de l'AMEI, c'est aussi de faire un peu la compile de ce qu'on fait dans les différents pays, de ce qu'on fait de bien, justement pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur qui puisse être bénéfique à tout le monde. Et le RMEI, en tant qu'organisme plus tard qui peut référencer des compétences des écoles membres pour justement faire quelque chose de commun et aller plus loin en dépassant juste les référentiels pays ou les référentiels américains ou européens, mais à créer quelque chose de méditerranéen qui est quand même une personnalité propre qui mérite d'être développée et mise en avant. Je vous en prie. Qui veut parler? Merci. J'ai voté à tout le monde. Quelques précisions. Bon, je vais rebondir un petit peu par rapport à la question de développement professionnel. Bon, au fait, on était ensemble, je me rappelle, dans le cadre d'un projet d'IDAC, où on a beaucoup discuté cette question-là. Et bon, je pense que bon, c'est vrai que le colloque est fait pour, entre autres, discuter de ce point-là qui est un point un peu complexe. Ce que j'ai retenu, parce que j'ai assisté à pas mal de discussions autour de cette affaire de transmission de savoir, développement de compétences, démarche compétences, il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention. Il y a des aspects culturels un petit peu, et même terminologie. Il y a l'école française, l'école anglo-saxonne qui n'ont pas exactement les mêmes définitions. Et donc parfois il y a des petites confusions dans cet aspect-là de compétences, parce que même dans l'école primaire et l'école secondaire en France, il y a cette affaire de développement de compétences dans leur programme. Et on m'a expliqué à un certain moment, parce que je me rappelle, qu'on nous dit dans la formation d'ingénieur, il n'y a pas de compétences, il y a des acquis d'apprentissage. Les compétences, c'est quand l'ingénieur va exercer son métier. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Donc, moi, à certains moments, j'ai toujours compris qu'il y a transmission de savoir et développement de compétences. On m'a dit non. Il y a transmission de savoir, oui, mais il y a des acquis d'apprentissage. La compétence, c'est quand l'ingénieur travaille, pas avant. C'est pour ça qu'on souhaite se mettre dans des situations proches avec les stages, avec les projets tutoriels, avec les TP, pour s'approcher un petit peu dans cette situation d'exercer son métier, pour s'approcher des compétences. Mais on nous dit non, attention, on peut avoir une démarche par compétence, mais on ne va pas parler de compétences au niveau de l'école d'ingénieur. C'est les acquis d'apprentissage, ce n'est pas les compétences. Donc ça, c'est vraiment des choses à discuter pour que les choses soient... Et en France, le mot compétence se trouve un petit peu même dans l'école primaire et l'école secondaire. C'est pour ça qu'il y a parfois des confusions dans les discussions. Qu'est-ce qu'on entend par compétence? Voilà. Donc c'est vraiment... La discussion est passionnante et peut-être dans les 2 jours qui vont venir, on va évoluer. Par rapport aux compétences, moi, on va dire, dans le process d'accréditation dans l'école, donc on a défini la compétence comme un ensemble d'acquis d'apprentissage. C'est l'ensemble d'acquis d'apprentissage qui mène à une compétence. Cette compétence, voilà, et cette compétence, en fait, elle est en fonction du jour, il sera diplômé et il exerce. Donc c'est ça, en fait. On a un même pareil là. Oui, donc effectivement, la question elle a été posée par un grand monsieur. Faut-il sortir le terme compétence du processus de formation? Donc on en a parlé lors d'un projet Erasmus sur lequel il y a un travail sur l'accréditation RACE. Et Alfredo Scalzoni, qui a une longue, très longue expérience sur le sujet, est arrivé à une très grande maturité qui lui permettait, lui, un grand expert du sujet, à se poser cette question, faut-il parler de compétences donc, en parcours de formation?
Et une proposition, donc, à la suite de l'exécution de ce projet Erasmus MEDACRE, donc une proposition de projet d'amendement de la terminologie et même du contenu des standards ELACE a été proposé à l'ENAE. Donc pour le moment, ce n'est qu'un projet. Donc ce qui se fait actuellement au travers du processus ELACE continue, donc en quelque sorte à parler. On verra dans l'avenir si il faut absolument le faire sortir. Il y a une logique portée par Alfredo qui dit que les compétences sont avérées en exercice. Donc, et non pas. Voilà. Mais là c'est une réflexion qui nous porte très très loin. Je voulais rebondir sur la proposition de réflexion de notre ami Hedi Hamdi de Saint-Étienne. Donc sur, je pense, le juste équilibre entre les compétences ou le contenu de la formation sur les aspects fondamentaux et les compétences personnelles. Donc, faut-il davantage les uns par rapport aux autres? Alors, je vous prie de croire que, vu l'analyse qui a été réalisée sur un certain nombre de formations actuellement en cours dans notre pays, que lorsque on s'occupe essentiellement de la science et de la technologie, et que le savoir agir, donc on n'y travaille pas, malheureusement ni la science ni les technologies ne seront utiles donc, en termes d'employabilité. Donc là, il y a un réajustage, et peut-être mettre un peu moins de volume et de contenu sur les aspects fondamentaux et mettre l'accent sur, au cours de la formation, comment apporter l'occasion aux étudiants de se mettre en situation d'exercer leur futur métier et de les accompagner dans un cycle d'apprentissage qui donc, va permettre d'assumer la science et les technologies donc, de leur parcours. Mais sans ce réajustement, sans la phase donc, de savoir agir et avec toutes les compétences qui sont nécessaires, j'en parlerai un petit peu demain. Donc il y a une défaillance énorme qui nuit pratiquement donc, au diplôme de l'enseignement supérieur et nous avons malheureusement une sérieuse préoccupation sur ces aspects. Alors notre amie marocaine, bienvenue. Alors, c'est vrai que l'approche par compétence elle est un peu exigeante. Pour le métier d'ingénieur, donc, on en a beaucoup réfléchi dans notre établissement. Quand on parle de carte de formation, on l'a conçue dans une dualité qui fait que ressortir donc, pour chaque formation un domaine, c'est le domaine dans lequel on se trouve, ça peut être le génie textile par exemple, et un métier. Donc on peut être ingénieur de conception dans le domaine du textile, on peut être ingénieur de production, on peut être ingénieur qualité, on peut être ingénieur de recherche et développement, toujours dans le domaine du textile. Et là, il y a une exigence fondamentale pour que les choses soient simples et efficaces, et c'est que le système doit être centré sur l'étudiant. C'est l'étudiant qui choisit son parcours, et puis bon, le système doit s'adapter à lui offrir cette dualité, donc domaine, métier, et le monde de l'entreprise, je pense, il favorise donc l'apparition et la visibilité de cette dualité entre un domaine et un métier, et l'ingénieur aura dans sa carte de visite donc les deux aspects à la fois, ça ne peut que le mettre en valeur.
Alors moi je voudrais juste aussi compléter pour dire, bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'approche par compétence, à mon avis, elle n'est pas contradictoire avec l'aspect de connaissance et savoir, bien au contraire, elle n'est que complémentaire, elle ne doit qu'apporter un plus. Et donc à la question, faut-il l'enlever des cursus, moi je réponds non, je ne pense pas. En revanche, en tant que telle, dans l'absolu, elle n'a aucun intérêt. Si on n'en tire pas les conséquences après, c'est-à-dire c'est quoi les conséquences après, c'est précisément la pédagogie avec laquelle on va enseigner. Nos amis québécois le savent ça depuis très très longtemps, ils fonctionnent beaucoup plus comme ça que nous. Continuons en France de poser plein de problèmes, plein de questions parfois qui n'ont pas de réponse. Mais en fait, la réponse c'est comment réaliser après la pédagogie. Et c'est effectivement plutôt ce qu'on va appeler l'approche par projet, mettre les étudiants en situation. Et alors à ce moment-là, il y a une difficulté nouvelle qui surgit, c'est par rapport à l'évaluation des compétences, c'est cette notion de transposition, de transférabilité. Est-ce que quand on évalue les compétences dans une situation donnée, par exemple dans le cadre, tu l'as cité, de stage ou de formation, en France on connaît bien les formations par apprentissage ou autres, est-ce que l'étudiant qui va avoir acquis un certain nombre de compétences, parce qu'il y a un livret d'apprentissage qui dit qu'on coche les cases ou qu'on ne les coche pas, est-ce que dans une autre situation, alors il n'y a pas de réponse je pense à ce niveau-là, mais en revanche, c'est la dynamique quand même qu'il faut prendre en compte et savoir, enfin finalement, oui, ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par qui, apprendre à apprendre et à se reconvertir. C'est la formation tout au long de la vie, avec des reprises d'études, avec du travail, etc. Et on recommence. Et c'est la pédagogie derrière, je pense, qui est la conséquence fondamentale de cette démarche compétence. Alors peut-être que certains collègues, pas présents ici dans la salle, mais j'en ai connu, y compris le CNAM que je citais tout à l'heure, ça ne faisait pas tellement plaisir de devoir remettre en question cette propre méthode pédagogique lorsque l'on avait mis en place une APC sur telle ou telle formation. Mais bon, c'est la vie. C'est le contraire, je prends le micro parce qu'il est à côté. Oui, je voulais juste commenter deux, trois petites choses. Et alors, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, donc je ne reprends pas. Sur le côté polysémique du mot de compétence, là aussi il y a un véritable problème. Et je suis assez contente de voir que j'ai eu la même évolution que mon ami Alfredo sur le point, sauf que je pense qu'il faut, contrairement à lui, je ne pense pas qu'il faut abandonner la terminologie démarche compétence, parce qu'il y a tout un corpus qui existe, qui est très développé, qui a maintenant 20 ans, comme on a dit, très développé chez nos amis québécois, etc. Et je pense qu'il y a un préacquis sur ce que j'ai appris dans mon exposé, donc je prends un peu d'avance, mais la pédagogie c'est l'art de la répétition, donc je le redirai demain, parce que j'ai appris la démarche compétence formative, c'est-à-dire celle, effectivement, qui consiste à construire une formation avec cet esprit intégratif, comme dit mon collègue Yvan Pigeonnat, intégratif de la démarche compétence, c'est-à-dire associer et pas additionner, associer connaissance, savoir-être, savoir-faire, etc. Voilà, donc ça. Mais le terme, alors là je parle plus pour la France, le terme compétence a quand même été pas mal récupéré, j'allais dire, le terme est un peu dur, mais il n'est pas faux, et récupéré dans une démarche qui est celle de ce qu'on a appelé France Compétences en France, hein, c'est-à-dire le développement enfin, on est dans la certification, justement, hein, c'est ça dont je vais effectivement parler demain, c'est-à-dire de qualifier les diplômes en tant que le résultat du produit fini, l'ingénieur pour ce qui nous concerne, le manager pour les écoles de management, etc. Définir le produit fini en tant qu'objet employable par une industrie, une entreprise, une collectivité locale, etc. Et ce terme de compétence, en fait, est un peu un dévoiement du terme de compétence formative. C'est pour ça que je vais utiliser les deux mots, hein, compétence certificative, compétence formative. Bien sûr, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux, mais je pense que la prise en main de ce terme par le ministère du Travail en France, hein, et pas le ministère de l'Enseignement supérieur, a créé une confusion énorme, alors en particulier dans les écoles d'ingénieurs qui étaient probablement les plus avancées dans les démarches compétences, en
je parle en enseignement supérieur. Hein. Et cette confusion, elle crée beaucoup de difficultés et peut-être elle a été productive et contre-productive. Productive parce qu'il fallait s'y mettre, les écoles d'ingénieurs ont été mises au pied du mur, puisqu'il fallait qu'ils fassent ces fameuses fiches RNCP, dont je parlerai demain. Mais contre-productif dans le sens où il y a eu un mélange en fait, de compréhension entre la construction d'une formation et puis comment on qualifie quelqu'un un professionnel qui va aller travailler dans des branches professionnelles, que ce soit public, privé ou quoi que ce soit. Voilà. Parlons du Québec, vous aurez engagé il va ajouter à parler de son expérience dans l'approche compétences pour les formateurs. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que pour une petite séance introductive, on a bien commencé à ébaucher la question. Et voilà, on ne pourra pas, comme on dit, gâcher tous les résultats des speeches de demain. Donc, ce que je vous propose, c'est de terminer cette séance et puis de vous donner rendez-vous demain matin à 9h précise, alors peut-être un peu avant, pour qu'on se mette un peu en place. 9h, on démarre. Le programme est chargé. 9h00. 8h30, quoi. Quand même pas. Voilà. Bonne soirée à vous et merci encore de votre présence et à demain.